Madame, Monsieur, bonsoir. Charte de l'investissement au menu de questions d'actu ce soir. C'est l'un des gros dossiers sur la table de l'exécutif et à la veille de la rentrée parlementaire, le projet de loi cadre 0322 formant charte de l'investissement est un des textes qui devrait retenir l'attention de nos parlementaires. Et pour cause, dans un contexte aux défis multiples, les dispositions économiques et surtout sociales introduites par cette nouvelle charte sont de nature à créer les conditions nécessaires pour garantir une croissance économique et une création de richesses. Alors le 6 octobre dernier, la Commission des finances a adopté à la majorité le projet de loi cadre. Quelques 152 amendements aux articles du projet de loi cadre ont été proposés par les groupes parlementaires, dont 23 émanant de la majorité, quelques 129 de l'opposition. En tout cas, le ministre chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli, semble déterminé à défendre son projet et à le mener à bien. D'ailleurs, l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement des investissements et de l'export, qui dépend de son ministère, vient de lancer un appel d'offres pour l'élaboration d'un manuel des procédures de la nouvelle charte. L'ambition à terme est d'accroître la part de l'investissement national privé qui est de l'ordre de 100 milliards de dirhams aujourd'hui et dont la rentabilité est naturellement supérieure par rapport aux participations publiques. Sans oublier que les chaînes de valeur du futur seront technologiques et digitales. Alors comment bien préparer le terrain pour y positionner le Maroc? Nous en parlons ce soir en compagnie des experts présents ce soir sur le plateau. Khalil Zouzi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Azur Innovation, un fonds de capital risque nouvelle génération, Venture Capital également, spécialiste en consultation, consulting en investissement. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Également sur le plateau de questions d'actu ce soir, l'économiste Khalid Benali. Bonsoir, professeur Benali. Bonsoir. Bienvenue à vous Merci encore une fois sur ce plateau. Alors, donc on va peut-être, avant de parler de cette adoption par ou en tout cas en commission des finances de ce projet de loi cadre portant sur la charte de l'investissement, un état des lieux d'abord sur l'investissement au Maroc. Je commencerai par vous, Khalid Benali. Alors, je dirais que l'investissement au Maroc se caractérise par une prépondérance de l'investissement public par rapport à l'investissement privé et que la rentabilité de l'investissement au Maroc est inférieure aux proportions enregistrées par des pays qui ont à peu près les taux que nous avons. Au Maroc, nous avons à peu près un taux d'investissement de 33%, mais la productivité de l'économie, comme l'a confirmé le nouveau modèle de développement économique, ne dépasse guère 3-4%. Alors, contrairement à d'autres pays, avec des niveaux inférieurs, mais avec des taux de productivité importants. Alors, cette situation-là reflète plusieurs caractères. C'est que si l'État n'est pas là, si l'investissement public n'est pas là, il n'y a pas d'investissement privé au sens du mot, c'est-à-dire limité, et que l'innovation et le concept n'est pas disponible. Deuxième élément, c'est que l'investissement, c'est la mobilisation de ressources pour une période donnée, pendant une période donnée, pour drainer des productions et créer de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, quand on essaie de faire ces comparaisons, de lier ces concepts dans notre logique, on se trouve aujourd'hui à une situation, je dirais, il y a une controverse. Nous avons un taux de croissance qu'on réalise chaque année, des quantités produites. Nous avons un niveau d'investissement qui évolue et nous avons, dans le contexte national, un état de situation où une lenteur de procédure administrative, les banques qui ne suivent pas, des lenteurs au niveau des CIE, plusieurs acteurs. Donc cette situation rend maintenant la situation un peu difficile pour promouvoir l'investissement, pour parler d'investissement en tant que levier économique permettant de drainer des ressources dans le futur et d'attirer les investisseurs dans le futur. Alors à côté de cela, si maintenant nous espérons aujourd'hui, avec la charte d'investissement, répondre à plusieurs questions et aux besoins des investisseurs à travers la mise en place de plusieurs dispositions, il est temps de se poser peut-être la question que la transformation des rôles et des missions de l'État, comme ça a été préconisé par le nouveau modèle, est un des chantiers les plus importants. On passe d'un État qui fait les lois, d'un État investisseur, d'un État qui paye les factures, d'un État qui fait beaucoup de choses, on espère passer vers un État
acteur et visionnaire stratégique qui fixe les objectifs et les stratégies, un État régulateur et protectionniste, protecteur, et un État efficace en mesure de suivre la réalisation. Ce passage-là, à mon sens, nécessite un accompagnement du changement, parce qu'il s'agit d'un changement total dans le comportement des acteurs économiques, que ce soit privé, que ce soit public. Et vous pensez que justement, cette charte de l'investissement pourra aider à opérer ce switch de modèle? C'est un moyen et non pas une finalité en soi, parce que c'est un moyen qui va permettre de mettre sur place les bases de ce changement, mais maintenant il faudrait que les acteurs s'y investissent pour pouvoir la mettre en œuvre. Sinon, ça ne sert à rien, parce qu'in fine, c'est une loi. Absolument. Bon, on attend déjà les décrets. De toute façon, je pense que les résultats ne seront visibles qu'en 2024 ou à la fin 2023, parce que le temps que les décrets soient mis en place, votés... Parce que, bon, je vais anticiper un tout petit peu, oui. Mais la plupart des dispositions sont fixées par des textes réglementaires. Les seuils pour les primes additionnelles, les dispositions... C'est ça, c'est les décrets dont je parlais. Mais je dirais que déjà, nous avons les prémices sont là. L'intention, elle est là, mais maintenant, ça reste comment les acteurs vont s'y investir pour la mettre en œuvre. Tout à fait. Vous dites acteurs, c'est acteurs du secteur privé, bien sûr. Acteurs économiques. De manière générale. Alors, justement, vous avez parlé de besoins, Khalid Ben Ali. Aujourd'hui, vous pensez, Khalil Azouzi, parce que vous accompagnez, n'est-ce pas, des entreprises en termes d'investissement, est-ce que vous pensez que cette charte de l'investissement répond aux besoins des investisseurs ? C'est une charte d'investissement qui a l'avantage d'apporter une vision globale, stratégique pour un ensemble de secteurs, tous les secteurs stratégiques principalement. La charte, en fait, elle a été, on va dire, axée sur deux volets principaux. Le premier volet qui s'appelle le dispositif principal, et le deuxième qui est le dispositif qu'on a qualifié de spécifique. Le premier qui s'appelle le dispositif principal, il est plutôt orienté à des projets qui ont vocation à investir dans des secteurs prioritaires pour les différentes régions du pays, justement pour on va dire, juguler cette disparité qui existe entre les différentes régions. Si on devrait les comparer en PIB, on s'en rendrait rapidement compte de ces disparités. Le deuxième volet, qui est plutôt spécifique, il a vocation justement à accompagner tous les projets stratégiques du pays. Il y a aussi l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, et un volet qui est spécifique à l'accompagnement des PME à aller à l'international. Donc ces deux volets, en fait, ils apportent une synergie conséquente par rapport à la création de valeur qui est attendue de cette charte. Cette charte, bien évidemment, elle rend, en fait, avec l'ancienne charte qui date quand même depuis 27 ans, je crois. 27 ans, en 95. Qui si on devrait la revoir, il était beaucoup plus axé sur tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est mesures, on va dire, micro-entreprises. Mais cette charte, elle a une vision beaucoup plus, on va dire, globale, stratégique, qui apporte une réponse à tous les secteurs d'activité. Mais est-ce qu'elle apporte aussi une réponse à tous les questionnements, mais aussi à tous les freins à l'investissement aujourd'hui? Et vous avez parlé tout à l'heure du climat des affaires. Cela fait partie un peu des freins à l'investissement, national ou étranger d'ailleurs. La charte, elle apporte un ensemble d'orientations. Après le déploiement et l'exécution, c'est là le véritable défi qui en fait, auquel devrait faire face le gouvernement. Et là, on pourrait parler du climat des affaires qui est, en fait, on va dire, l'épine dorsale à ce jour au Maroc. Et l'investisseur, en réalité, quand il vient en fait investir, il va pas voir en fait les détails de la charte, mais il va voir la réalité du terrain, qu'est-ce qui lui apporte le terrain, et c'est vis-à-vis, en l'occurrence, tous les opérateurs, les banques, les centres régionaux d'investissement, l'administration fiscale, l'administration publique. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'il faudrait qu'il soit en harmonie et qu'il apporte en fait un véritable service et un service de qualité tel que les standards internationaux l'attendent,
pour que cet investisseur puisse en fait arriver et mettre un pied au Maroc et puisse faire confiance à la place Maroc. Maintenant, aujourd'hui, vous avez parlé des séries. Les séries, plus que jamais, sont appelées à jouer un rôle central. Est-ce que vous pensez, de par la réforme des séries et tout ce qui s'en est suivi, vous pensez qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'ils remplissent vraiment, ces centres régionaux d'investissement, le rôle d'accompagnateurs, mais aussi d'apporteurs d'affaires, finalement, sur le terrain, concrètement? Alors, concrètement, on aurait souhaité avoir un série, mais deux des séries, sans citer les régions, ont été approchées par l'équipe de préparation de cette émission, mais notre invitation est restée sans réponse. Alors, concrètement parlant, le CRI et la vocation, au risque de me tromper, mais d'après toutes les pratiques et les relations que j'ai eues avec les CRI, c'est un rôle d'accompagnement. Il n'est pas dans une démarche proactive, de démarche d'investisseur. Ceci étant, la démarche, à ma connaissance, qui revient à la démarche pour prospecter des nouveaux investisseurs, revient principalement à la MDE. Et donc, je pense qu'il y a un travail de coordination entre les différents acteurs, en l'occurrence les CRI du pays, et la MDE et les ministères de tutelle. Maintenant, les réformes qui ont été apportées récemment pour les CRI, je pense qu'ils ont plus de prérogatives, ils ont plus de moyens pour apporter des réponses, on va dire, adéquates et qualifiées pour les investisseurs. Donc les attentes, on sait qu'ils sont de plus en plus sophistiquées. Et il faut qu'il y ait des compétences en face d'un certain niveau pour pouvoir répondre et parler le langage de ces investisseurs. Alors, justement, Khalid Ben Ali, une question dans la réponse de Khalil Azouzi sur le rôle des séries, donc l'accompagnement. En quoi consiste cet accompagnement, sachant que le plus gros du travail est fait par l'AMDI, c'est-à-dire à ramener l'investisseur, à investir? Je crois que, pour rebondir sur la réponse de mon collègue, je crois que la mission de prospection et d'accompagnement de l'investissement est un peu plus vague, dans la mesure où on peut y insérer les bureaux régionaux élus, les conseils régionaux élus. Parce qu'on sait que lorsque la régionalisation a été mise en place, l'objectif c'était de faire promouvoir les régions, de montrer leurs richesses et de drainer les investissements. Maintenant, aux conseils régionaux, d'aller promouvoir et chercher et attirer les investisseurs, les capacités dont disposent les régions. Maintenant, quand on parle, personnellement, je fais toujours le jugement dur, sans vouloir porter de jugement, c'est que la réforme sur les CRI, maintenant, il faudrait des femmes et des hommes capables de mettre en place ces dispositifs d'accompagnement. Parce que c'est quoi accompagner un investisseur? C'est en premier lieu un centre d'écoute, une bonne écoute. Quand on dit investisseur, national ou étranger? Pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est la même, voilà. Ça doit être parce qu'il n'y a pas de... Si c'est un investisseur étranger, je dirais que c'est un honneur pour le pays. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, je dirais, de valeur morale. Mais l'investissement, c'est l'investissement. Donc, c'est quelqu'un qui vient investir dans le pays. Il va recourir à une main-d'œuvre donnée. Il va produire. Donc, c'est ça la même chose. Donc, être un centre d'écoute. Être un centre d'écoute, c'est quoi? C'est bien l'orienter vers les choix, c'est-à-dire vers ce qu'il faut faire, les démarches à faire, comment ça doit être fait. Logiquement, ça doit être géré dans le cadre d'un guichet unique, c'est-à-dire éviter le maximum de va-et-vient entre les administrations pour un investisseur. Ça doit être l'idéal. L'accompagnement dans un autre niveau, un accompagnement de conseil, c'est-à-dire je viens avec une idée d'investissement. Pourquoi le CRI ne serait pas en mesure de m'orienter vers un choix donné, vers me faire un peu anticiper sur certains risques, certaines difficultés, à mettre en place un investissement donné, une façon donnée, à éclairer plus à travers une documentation. Et troisièmement, il faudrait un centre d'investissement multilinguistique, c'est-à-dire quelqu'un capable de parler toutes les langues, y compris la mazir. Donc, pourquoi? Parce que c'est un face-à-face avec l'investisseur. Et la première façon dont on attire, c'est le bon accueil. Remarquons-nous nous-mêmes, quand nous allons vers des administrations pour des affaires personnelles, la première chose qui nous attire,
c'est la nature de l'accueil, la nature du conseil qu'on nous a donné, bien qu'on soit peut-être connaisseur, mais à un certain moment, on se dit, ben tiens, les gens nous ont conseillé sur tel choix. Aujourd'hui, je dirais que, parce que l'investissement, ça apparaît une fonction ou une activité économique ou une fonction économique, mais derrière, il y a des hommes et des femmes qui manipulent une logistique et un capital qui a été mis en place. Et personne ne voudrait perdre dans ce sens-là. Le deuxième élément que peut-être il est temps de l'aborder, je l'ai toujours dit, que la charte de l'investissement, c'est une remise en cause de la politique économique de notre pays vis-à-vis de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on voit dans ce gouvernement, il y a un ministère qui est chargé, donc le ministre est Younès Kouri. Le titre est un peu long, je ne le retiens pas, mais je dirais que le ministre de l'emploi, de la petite entreprise, je dirais que là, oui, c'est un grand débat sur les choix économiques de notre pays qui doit y avoir lieu. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir un... Excusez-moi, je vous interromps, hein, mais c'est intéressant. Donc, il y a un ministère qui est dédié à l'entreprise, à la petite entreprise, donc à sa tête, Younès Kouri, que vous avez cité. Il y a le ministère qui était chargé de l'investissement, n'est plus chargé de l'investissement parce que c'était à l'époque du gouvernement précédent, le ministère de l'Industrie et de l'Investissement. Aujourd'hui, nous avons un ministère dédié à l'investissement et à l'évaluation de politiques publiques. Donc un peu... c'est de mettre en place des politiques, oui. Enfin, notamment celle de la charte de... Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix, déjà, dans la composition du gouvernement? Déjà, laissez-moi poser la question suivante. Quel est le rôle que va jouer le ministère de l'Emploi, de la petite et la moyenne entreprise? Pour moi, c'est une nouvelle structure économique. Si on veut maintenant promouvoir les petites et moyennes entreprises, il y a un choix. Si on veut garder l'investissement focalisé sur les grandes entreprises, le phosphate, l'aéronautique, l'industrie de l'aéronautique, l'automobile, c'est un choix. Mais maintenant, il faudrait faire le bon dosage. Il faudrait poser les bonnes questions. Quelle action faire au profit des petites et moyennes entreprises? Quelle action faire au profit des grandes entreprises? Et quel est le lien qui va résulter à travers l'investissement? Maintenant, quand on parle de ministère chargé de l'investissement et de l'évaluation, moi je dirais que le côté évaluation au niveau du deuxième ministère est très important, qui doit préconiser sur l'investissement. Parce que l'investissement, il suffit de le lancer et on a derrière une agence qui est l'AMDIE qui est chargée, je dirais, de faire ce relais, donc à travers une agence. Mais la partie évaluation, c'est la partie la plus importante parce qu'elle répond à la troisième prérogative retenue au niveau du nouveau modèle, c'est-à-dire un État efficace capable d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que le grand défaut qu'on avait, c'est la capacité de réaliser les investissements qu'on prévoit, les prévisions qu'on prévoyait. Le taux de réalisation était inférieur. Aujourd'hui, on programme au niveau du budget de l'État un budget d'investissement, mais quand on vient à la réalisation, on tourne aux environs de 60-70%. Tout à fait. Au maximum. Donc maintenant, la réalisation des objectifs, c'est un élément très important. Et je pourrais peut-être ajouter dans ce sens que la révision, la tendance à la baisse des délais de paiement des factures qui a été préconisée dernièrement, s'inscrit dans dans l'assainissement du climat des affaires aussi. Dans l'assainissement, et même pour le pouvoir public, c'est une visibilité sur la réalisation des objectifs. Parce que quand vous payez une entreprise à temps, ça permet de réaliser l'objectif à temps et d'aller plus vite dans le projet. Quand vous la retardez, elle met tous ses moyens, elle attend pour être payée, pour engager la deuxième. Donc c'est tout à fait une logique aujourd'hui qu'on donne. Les messages qu'on est en train de dresser à l'opérateur économique au niveau interne et au niveau international. Mais toujours, je reviens encore une fois, je dirais que les procédures et la mise en œuvre efficace et qui répond aux besoins et aux préoccupations serait, je dirais, la pierre angulaire de la réussite de ce projet. Alors, autre pierre angulaire pour la réussite de ce projet, c'est l'aspect juridique. Alors, comment, sans assainir le contexte de la justice, Khalil Azzouzi? Écoutez, je pense que... on parle climat des affaires, ça serait bien qu'on parle aussi droit des affaires au Maroc. Oui, le droit des affaires, je pense qu'il y a eu pas mal quand même des réformes, il faut l'avouer. Il y a une volonté qui est exprimée pour que le climat des affaires soit de plus en plus meilleur. Il n'est pas parfait, certes.
aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs, parce que nous portons pas mal de projets d'investissement, et nous sommes confrontés à un certain nombre on va dire, de problèmes. Si je ne devais prendre que le problème de rendez-vous avec les tribunaux de commerce, qui devient une véritable problématique aujourd'hui pour justement inscrire les actes et dérouler les opérations d'investissement. Ça, c'est un véritable problème. Il y a d'autres problématiques. Moi, ce que je dis, je prends un peu de la hauteur par rapport à cela, et je dis, il faudrait que ce que j'avais souhaité, et dans cette charte, elle a approché le côté entrepreneurial. Certes, par contre, comme disait tout à l'heure Sibn Ali, nous sommes tous au fait investisseurs à un moment ou à un autre. Acheter une voiture, je suis investisseur. Un particulier lambda qui fait un acte d'achat d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, c'est un investisseur. Donc, en fait, il faudrait que, si on devrait extrapoler tout cela, il faudrait que l'entrepreneur, qui est en fait un investisseur, devienne au centre stratégique de la décision gouvernementale. L'entrepreneur, c'est lui qui, in fine, crée de la richesse. Tant qu'on n'a pas encore inséré cela dans notre équation en fait d'investissement ou entrepreneurial, on sera toujours en fait en train de résoudre des problèmes à côté. Mais par contre, si tout le monde était d'accord, et tous les acteurs, quand je dis tout le monde, tous les acteurs, publics, privés, tous ceux qui sont là pour apporter leur valeur ajoutée, leur service à cet investisseur dans les meilleures des conditions, je crois que le climat des affaires serait meilleur. Et aujourd'hui, tant que l'entrepreneur, et je dirais entre parenthèses, est stigmatisé, et je pèse mes mots. Quand vous dites stigmatisé, stigmatisé sur quel aspect? Aspect fiscal, aspect juridique? Alors stigmatisé parce que l'entrepreneur, aujourd'hui, il est livré à lui-même, il se sent dans un étau entre administration, entre lenteur administrative, entre banques, entre concurrence, le marché aussi lui pèse parce que entre le côté social, parce qu'il a des employés, des salariés qu'il faut guérir, mais celui que je dis encore une fois, c'est l'entrepreneur qui crée de la richesse pour le pays. Et encore plus, si on devrait en fait passer à 350 milliards de dirhams d'investissement, c'est-à-dire les 2/3 de nos investissements doivent émaner du privé, il faudrait que cet entrepreneur devienne le centre de la décision et le centre de la stratégie gouvernementale. Alors justement, cette stratégie gouvernementale, elle intervient aussi dans un contexte difficile. Khalid Ben Ali, vous êtes économiste, vous connaissez mieux que moi la conjoncture actuelle, une croissance très faible. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de penser déjà à des résultats de la charte de l'investissement? Est-ce que, compte tenu de ce contexte difficile, l'exécutif entend et écoute les doléances de cet entrepreneur et agit en fonction? Ne serait-ce que la note de cadrage du projet de loi de finances 2023. Je dirais à ce niveau qu'il y a une problématique quelque part. Parce que la conjoncture, il faut déjà poser la conjoncture actuelle. La visibilité sur combien elle va durer, elle va perdurer par la suite. Parce que plus elle dure, plus un état d'inflation se retransmet au niveau de l'économie, au niveau de plusieurs secteurs, et plus les opérateurs économiques, je dirais l'entrepreneur, n'a pas de visibilité sur le sort des projets ou des investissements qu'il effectue. Prenons par exemple quelqu'un qui s'engage dans un marché public avec l'État pour un montant de temps. Il a fait ses calculs pour des prévisions, voilà les charges, voilà la marge, voilà les délais. À un certain moment, il se trouve que les prix sur lesquels il avait basé son estimation ne sont plus les mêmes, ils ont augmenté, donc il est obligé de débourser plus et de retarder peut-être d'autres investissements, d'autres projets. Cette situation est conflictuelle. Maintenant, au niveau de la croissance, je dirais que nous savons, donc, et ça se confirme, que la croissance elle est faite par le secteur agricole au Maroc, et je dirais plus exactement par la pluviométrie. Si demain il y aura une pluviométrie, on aura peut-être un taux de 2% ou 2,5%. Mais pour l'année 2023, on va enregistrer peut-être des taux de 4-5%. Mais parce que c'est des effets mécaniques de calcul.
parce qu'on s'intéresse au PIB en volume, volume de production et non pas en termes de variation de prix. Donc il y aurait un cadre, parce que cette année nous sommes à des taux très bas. Moins et 9%. cela, mais disons que dans la normale, nous avions un taux de croissance qui pouvait aller à 3% lorsqu'il s'agit d'une bonne année agricole. Aujourd'hui, cette dépendance vis-à-vis du secteur agricole pèse sur la situation actuelle de l'économie et sur les perspectives futures. Maintenant, la charte, on doit travailler parce qu'on doit préparer le temps. On doit toujours raisonner comme si la crise allait disparaître demain. Parce qu'il faut mettre, quand même, nous avons fait des lois, des textes, il faudrait les mettre en œuvre. Et essayer de contribuer petit à petit à la mise en œuvre, gagner du temps, pourquoi pas, je dirais gagner du temps, même si on ne réalise pas tous les objectifs qui étaient fixés compte tenu de la conjoncture, les investisseurs ne sont pas au rendez-vous à 100%, donc on ne peut pas faire la transformation qu'on voulait, les 350 milliards, on pourrait peut-être, si on avait objecté de les atteindre dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, donc en fonction, mais au moins qu'on prépare le terrain, si on réalise 50 ou 40% de l'objectif, et puis le reste viendra par la suite. Mais si on attend à ce que tout se réalise, à ce que toutes les conditions soient réunies, alors, pour l'instant, la conjoncture, on ne fait rien, on va pas aboutir. Alors, ceci toujours a un lien, je dirais, on revient au climat d'affaires. L'amélioration du climat d'affaires, elle est efficace et bénéfique pour le pays, quel que soit le moment. Donc, aujourd'hui, période de crise ou non, c'est parmi... Et l'amélioration du climat des affaires est générée par la charte sur l'investissement. J'enchaîne sur ce qu'a dit mon collègue Zouzi, sans vouloir faire de jugement, bien sûr. Aujourd'hui, il n'est pas tolérable que lorsqu'on pose une question à un responsable dans une agence bancaire, il vous dit c'est CASA qui décide, c'est le système à CASA. Un responsable d'une agence et vous dit c'est à CASA, le système, vous posez la moindre des questions et lorsqu'il y a une année, le Walid Abdel Maghrib avait dit que les frais facturés aux clients des banques sont supérieurs, lorsque ça émane du Walid de Abdel Maghrib, donc que dirons-nous en tant que citoyens? Donc il y a ces petites choses. Ce ne sont pas des petites choses. Non, je dirais petites choses. Non, parce que vous évoquez le système bancaire, tant mieux. Il y a d'autres oligopoles qui font que ça freine l'élan de l'entrepreneur. Vous avez parlé du bancaire, je vais citer les hydrocarbures aussi. Il y a, et bon, cette charte de l'investissement entend libérer la concurrence et la transparence. Je veux dire, comment on peut parler de transparence, comment on peut parler de libre concurrence avec la réalité du marché aujourd'hui? Alors, laissez-moi préciser. Quand je dis petite chose, c'est-à-dire gérable, c'est-à-dire il suffit juste de réfléchir un tout petit peu, de dire j'ai un responsable d'agence, il faut le doter des moyens parce que c'est le premier contact vis-à-vis du client. En termes de gestion, c'est une formation à faire. Mais pourquoi nous la faisons? Il n'y a pas beaucoup d'opacité, même pas d'agence en agence, mais il y a de l'opacité sur comment est géré le système bancaire marocain. Pourquoi on ne fait pas ce genre déjà pour fluidifier le contact avec le client, pour informer le client, parce que mieux vaut être informé que être pris au dépourvu. Donc maintenant, quand on parle de libérer de créer la concurrence par rapport à quoi? Mais on est dans un marché, dans une économie libérale. Mais nous avons des secteurs, c'est très contradictoire. Les secteurs prioritaires sont détenus par une population qui est là depuis des années. Il y a des innovations qui arrivent et il y a des problématiques au niveau de l'investissement. Si Sa Majesté l'a signalé au niveau du discours royal qu'il faudrait lever tous les obstacles administratifs pour faciliter l'accès des investisseurs, il l'a pas dit pour rien. Parce qu'il faut maintenant lever pour pouvoir créer la concurrence. La concurrence, c'est quoi? C'est que c'est un moyen et une politique de gestion globale. Parce que l'État, quand je dis la protection des droits des consommateurs, c'est-à-dire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une concurrence pour pouvoir une abondance de prix et baisser les prix. Observons là où on se dit, on parle de la protection du consommateur et on est obligé de préparer ce terrain. Maintenant, quand on voit les prix qui augmentent aujourd'hui, parce que nous importons à peu près 40% de nos biens de consommation de l'étranger. Quand on dit nous importons,
C'est clair. Quand on voit le déficit de la balance commerciale aujourd'hui, donc nous avons les niveaux aujourd'hui des exportations par rapport aux importations. Si aujourd'hui on table sur le Made in Morocco, la transformation, la substitution des importations par la production locale comme on envisage à travers la charte, ce n'est pas une affaire qu'on réalise demain, mais il faudra des années pour inculquer et mettre en place le dispositif. Mais pour inculquer le dispositif, il y a une base. Il y a une base, et cette base-là, on ne peut l'envisager sans, j'ai envie de dire, des prérequis. On a parlé tout à l'heure de la sécurité juridique. Il y a l'autre prérequis qui est la libre concurrence, Khalil Azzouzi, et la transparence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit attendre dans le moyen long terme, parce que c'est un changement de mindset et c'est un changement systémique, in fine? Alors, vous touchez en fait à un sujet qui est en fait pertinent, parce que la libre concurrence, c'est un souhait en fait, c'est un souhait qui émane de tous les opérateurs. Ah ben. Aujourd'hui, je nuance en fait cela sans le remettre bien évidemment en cause, c'est par rapport en fait à la taille du marché du Maroc. La taille du marché du Maroc reste une taille petite avec une croissance faible. Et quand vous parlez du secteur des hydrocarbures ou des huiles de table ou d'autres secteurs d'activité, vous trouvez, si vous faites un mapping, vous allez trouver 3, 4 grands acteurs qui détiennent en fait le marché, parce que c'est un marché qui, de par leur antériorité sur le marché, donc ils détiennent en fait leur part de marché. Donc, a fortiori, quand vous êtes sur de gros investissements, et je parle un peu technique, vous êtes sur de gros investissements. Quand vous lancez dans une guerre de prix, et sans qu'il y ait réflexion intelligente de part et d'autre des acteurs, vous risquez de vous faire très très mal en termes de rentabilité. Et même aller dans des situations difficiles, même de déconfiture, si la réflexion ou si le calcul n'est pas très bien fait. Donc, quand vous êtes sur des gros investissements avec un marché étroit, surtout quand vous êtes orienté sur le marché local, vous êtes forcément obligé, à un moment ou à un autre, de jouer de manière intelligente, sans dire des accords, avec vos concurrents. La concurrence, voilà. Avec la concurrence. Maintenant, la solution idoine, et qui est en fait, je dirais, vertueuse pour les entreprises au Maroc, c'est investir dans des projets qui sont tournés au marché à l'international. Parce que le marché à l'international, comme on dit, il est scalable, il est ouvert, vous pouvez aller dans différentes régions. Par contre, la PME peut, dans un certain niveau de sa vie, peut rester sur le marché local. Encore faudrait-il que les grandes entreprises jouent le bon père de famille pour ne pas les étouffer. En termes de délai de paiement, malheureusement, on constate qu'il y a des grandes entreprises qui sont sur des délais de 9 mois, 10 mois, 12 mois, et qui font souffrir des petites entreprises qui ont des trésoreries très très serrées. Donc maintenant, ce que je disais à quelqu'un, je disais, dans le label RSE, il faudrait introduire, qui est délivré par la CGM, il faudrait délivrer aussi, il faudrait mettre le critère délai de paiement. Bon payeur, mauvais payeur. Bon payeur ou mauvais payeur. Tout à fait. Parce que c'est une responsabilité sociale, parce qu'il y a des entreprises absolument, qui dépendent de il y a des grandes emplois, il y a des familles derrière. Donc il faudrait qu'on enlève cet égoïsme économique, on va dire, et qu'on puisse tirer nos petits-enfants ou nos petits frères avec nous. Je parle de la grande entreprise, les grandes entreprises en tant que locomotive. Et là, comme la réflexion, il peut être en fait être extrapolée à des grosses entreprises qui ont créé l'expérience de Renault, par exemple, de Peugeot, des grands opérateurs qui ont créé des clusters. Et ces clusters, en fait, ils sont formés des PME qui travaillent justement pour ces entreprises. Donc, en fait, ils ont créé une famille d'entreprises et qui sont, en fait, le bon père de famille de ce cluster. Donc, en fait, ils se font vivre avec eux. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est intelligente et qui est économiquement viable. Viable. Alors, un des objectifs aussi, puisqu'on parle de cette charte de l'investissement dans cette émission,
c'est la création des emplois stables. Alors, quand on parle de ces entreprises-là, on connaît la réalité aussi du terrain, Sibn Ali. Qu'est-ce qu'un emploi stable, déjà? Est-ce qu'on parle ici de CDI? On sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Maroc, grandes entreprises ou PME, font appel à des intérims. Comment l'État peut aussi jouer son rôle de gendarme par rapport à cela. On a un ministère dédié à l'emploi et à la toute petite entreprise pour que ces emplois soient pérennes et respectent un peu aussi la dignité de cet employé. Alors je dirais, avant d'aller vers la réponse directement, je dirais que parmi les éléments de base que j'ajouterais, c'est ce qu'on s'oriente vers la formation, la recherche et le développement dans notre pays. C'est on veut booster les entreprises vers une compétitivité, vers une concurrence rapide qui va se manifester sur la vie du citoyen. Quand on voit le budget consacré à la recherche et au développement au Maroc, il est en dessous des normes internationales. Donc ça, c'est parmi les éléments. Maintenant, quand on revient à la question des emplois, un investisseur a recours, bien évidemment, à des emplois. Quand on parle d'emplois stables, c'est-à-dire des emplois durables qui permettent aux gens de gagner leur vie dans un contexte, je dirais, décent, respectueux, avec tout ce qui va comme protection sociale, comme déclaration à la CNSS, dans ce sens-là. Donc, que ce soit un contrat CDI ou un contrat CDD, ça dépend de la nature de la mission, ça dépend de la nature des métiers. Il y a maintenant des collaborateurs et des grandes compétences qui préfèrent travailler avec des CDI pour un dossier donné, pour une mission donnée. Un CDD, vous voulez dire? Un CDI, un CDD plutôt, à durée déterminée, pour une mission donnée. On fait recours à parce que là, on fait recours à une ressource pour répondre à un besoin donné. Et il y a la notion de métier et d'emploi dans le temps administratif, je dirais, dans le temps au sein d'une entreprise. Donc, la notion d'emploi sous forme de CDD ou de CDI dépend de la stratégie de l'entreprise, mais je dirais que ça ne doit pas être au détriment du salarié, c'est-à-dire ne pas opposer au salarié un contrat pour une durée donnée et puis par la suite il se retrouve je dirais, sans travail. Et on pourra prendre le cas de beaucoup d'entreprises qui recrutent des collaborateurs au départ, et puis quand ces collaborateurs deviennent plus coûteux après une période, ils cherchent à se débarrasser et faire appel à deux autres personnes en ayant de manière, je dirais, intelligente, anticipé et profiter du collaborateur qui était là pour la formation. Donc, ce genre de pratique, aujourd'hui, ça doit être des contrats, je dirais, parce que le lien entre un salarié et une entreprise, c'est un lien contractuel. Il faudrait que ces contrats, aujourd'hui, soient dans les normes qui tiennent compte des obligations et des droits de chaque partie, sachant qu'aujourd'hui, je dirais que nous tardons encore parce que dans plusieurs pays, la notion du travail à distance a été intégré sur décision de l'inspection du travail au niveau des contrats des salariés. C'est-à-dire, vous travaillez à distance, c'est mentionné dans votre contrat. Soit c'est laissé vague, il y a la possibilité, soit les durées, pour que vous soyez assuré en contrepartie en cas de dégâts. Et donc, je dirais que la notion d'emploi, elle est importante. Elle est là, plus on a des entreprises qui permettent de drainer et de créer de l'emploi, et d'avoir, c'est réduire le taux de chômage, mettre à la disposition des citoyens des salaires et des revenus qui vont profiter pour la consommation. Et la consommation provient d'où? Provient de la production. Donc, si on a une production nationale très importante, elle va profiter de cette demande interne. Si nous avons beaucoup d'importations, ben, ça profite même au marché international. Et donc, c'est là pourquoi on parle maintenant de substitution des importations par la production. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a toute une logique qui doit s'installer. Et je répète encore une fois, ce n'est pas tout à fait évident et facile d'en parler du jour au lendemain. Il faudrait vraiment un chantier d'accompagnement du changement qui va prendre le temps qu'il faudra. Alors, il y a un chantier qui a pris beaucoup de temps, c'est celui de la régionalisation avancée. Et donc, cette charte d'investissement entend réduire les disparités entre les régions. Comment, selon vous, Khalil Azouzi, réduire les inégalités socio-spatiales entre les différentes régions et au sein même de la même région? Parce qu'il y a des régions, comme celle de Casablanca, où il y a des disparités quand même criantes. Et c'est le poumon économique du pays.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparités en différentes régions et ça, il n'y a qu'à voir la création de richesses par région. Nous avons ces chiffres. Le plus gros, il est créé sur l'axe Casablanca-Rabat et Kénitra. Ouais. Aujourd'hui, on peut intégrer Tanger avec les investissements dans le secteur automobile. Mais plusieurs régions restent quand même, on va dire, sous-investies. Pour peut-être plusieurs raisons, parce que déjà il y a l'initiative privée qui devrait être la locomotive dans ces différentes régions. On a justement esquissé tous les griefs qu'on peut porter à l'initiative privée. Et j'espère que cette charge d'investissement servira d'éclaireur et d'apporteur de solutions pour qu'on puisse avoir une meilleure implication de l'initiative privée dans l'investissement dans le pays, en l'occurrence local, avant d'aller chercher l'international. Les disparités, parce que chaque région en fait a ses atouts, en fait, ses forces et faiblesses. Donc on peut pas on peut pas prendre les mêmes mesures, à mon avis, à mon humble avis, les mêmes mesures qu'on peut dupliquer à toutes les régions de la même manière. Ce serait la même erreur que les autres politiques publiques qui n'adressaient pas la région. Chaque région devrait apporter d'elle-même ses attentes, apporter un diagnostic, on va dire, stratégique par rapport à ce qu'elle a comme atout, comme secteur d'activité porteur, qu'est-ce qu'elle peut en fait drainer comme investissement, et donc chaque région lui appartient en fait de partager en fait ses conclusions stratégiques par rapport, on va dire, au ministère, aux différents, ou avec le gouvernement, pour qu'elle puisse prendre en compte tout cela. Deuxième chose, c'est que investir dans la région de l'Oriental, ce n'est pas investir à Agadir. Ou investir à Agadir, ce n'est pas investir à Tanger. Il y a certaines régions qui se prêtent mieux à certaines industries que d'autres. Donc, je prends juste l'agro-industrie. Par exemple, pour l'agro-industrie, il y a eu certes des agropoles dans certaines régions, mais quand on part et les visiter, malheureusement, ils sont vides. D'où celle de l'Oriental, justement. De l'Oriental, que je connais très bien, et on part là-bas, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Donc là, il y a des questions à se poser pour faire un bilan, justement, de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait, et comment pourrions-nous le corriger. Donc toutes ces démarches, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais je pense qu'on gagnerait à faire un bilan justement de ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant, en plus de ce qui a été fait à travers le programme d'accélération industrielle 2014-2020. Donc je pense que la charte d'investissement devrait prendre en compte aussi dans sa mouture de déclinaison, prendre en compte justement ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, quelles sont les attentes des uns et des autres, des différents acteurs. Je sais qu'il y a eu pas mal de réunions avec la CGM avant de... Est-ce que la CGM est représentative quand on parle de la TPME marocaine? Et la CGM est représentative parce que j'en fais partie. Elle est représentative du tissu économique marocain à travers les différentes... De tout le tissu économique entrepreneurial marocain. Entrepreneurial marocain à travers... Y compris la TPE et la PME à travers la commission TPE. PME, et parce qu'il y a en fait des fédérations sectorielles et il y a en fait des différentes commissions qui chapeautent cela, et la CGM elle est preneur de tout adhérent, nouvel adhérent justement qui vient justement partager en fait ses attentes. Alors, justement, en parlant de ces attentes, vous avez parlé tout à l'heure des bureaux régionaux. Des conseils régionaux. Des conseils régionaux, pardon. Alors, justement, est-ce qu'ils sont outillés? C'est là où je veux en venir. Donc, maintenant, la fonction et comment ils travaillent. S'ils persistent à faire un travail dans une vision politique, dans un sens uniquement politique, parce que là, le premier mandat, c'était beaucoup plus la politique
qu'une vision socio-économique et en général. Donc logiquement, chaque région, selon le texte de la régionalisation avancée qui était le chantier, c'est que ça doit promouvoir et faire montrer ses investissements. Je crois que l'initiative qui a été entamée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le commerce, je crois, sur la banque d'affaires devrait être généralisée. Les banques d'affaires régionaux, de projets et d'affaires régionaux. C'est-à-dire, déjà, en tant qu'investisseur... La banque de projet. La banque de projet. Si je consulte, je vois un peu où sont les besoins, où j'ai la possibilité de créer... Ce n'est pas aller investir à Agadir ou là, à Oujda, dans un projet qui aurait été meilleur d'aller investir, par exemple, à Tanger ou dans une autre zone. C'est-à-dire avoir une visibilité. Et ce genre d'information, quand il est disponible, ça vous fait gagner beaucoup de temps, moins d'efforts, et vous orienter vers le choix. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on parle d'investissement, c'est les acteurs qui sont en front office avec l'investissement, ils ont un rôle important. C'est la première image qui reste. Les gens, j'ai bien trouvé l'information, j'ai gagné du temps. Pour un investisseur, gagner du temps et s'installer rapidement, rentabiliser son argent, c'est l'opportunité. Mais pour qu'il investisse rapidement aussi, il faut qu'il y ait un cadre pour cet investissement, ne serait-ce que pour les employés qui travailleront dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a le cadre adéquat pour les accueillir ? Quand on fait un projet, quand on dresse un projet donné... Ça, c'est le rôle des régions aussi. Un projet, on vérifie le tout, la main-d'œuvre disponible au niveau de la région, les métiers qui sont sur la région. Quand je monte un projet, je mets en cause le facteur humain, je le mets en priorité. Est-ce que je vais recruter de la région ou je vais faire appel en fonction des disponibilités qu'il y a? On ne monte pas un projet comme ça. Donc, avant l'étude de faisabilité, on intègre tout ce qu'il y a comme charge et tout ce qu'il y a comme profil et en tant que métier nécessaire. Maintenant, je dis que par moment, les profils ne sont pas disponibles et vous n'allez pas trouver un profil qui va rester avec vous toute l'année. Vous avez un projet où une étape a besoin d'un profil spécifique. Vous recourez à un contrat CDD pour un truc donné, un contrat CDI pour certaines tâches et vous faites, parce que c'est votre projet, quand vous mettez en place votre projet. Et c'est pour cela que je dis, lorsque par exemple je voudrais m'installer, faire un projet à Agadir alors que je dois le faire à Tanger, Tanger dispose, le marché est preneur, les compétences et les moyens d'œuvre, il est disponible. Il faut mieux que j'aille là-bas, au lieu de l'installer dans une autre, où je dois faire appel à une population, ou bien faire avec la main d'œuvre qui est disponible. Donc c'est toute une logique qui s'installe. Donc c'est pour cela que je crois qu'on va se mettre d'accord avec mon collègue. C'est qu'un investisseur, ce n'est pas c'est-à-dire c'est une culture, c'est une personnalité, c'est une formation, c'est un atout, un ensemble de choses qui permettent de voir une visibilité et de voir comment je vais réussir mon investissement et comment il va tenir le maximum possible. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Khalid Menali, merci professeur. Merci Khalil Azouzi, fondateur d'Azur Innovation, fonds de capital risque. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.